Bonjour François Crémieux. Bonjour. Alors on est en plein débat sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, le budget de la Sécu, et donc on avait envie de vous recevoir pour prendre le pouls de l'hôpital public. On commence avec cette phrase: aux urgences de l'hôpital Nord, on est passé de 120-130 patients par jour à environ 185 cet été. C'est ce que disait début septembre Jean-Luc Jouve, qui est chirurgien orthopédiste et traumatologue chez vous, donc à l'AP-HM. Où en êtes-vous aujourd'hui ? Sur l'hôpital Nord, ça continue à augmenter régulièrement. Et c'est effectivement un des hôpitaux, il y en a d'autres en France, mais où le nombre de passages aux urgences augmente de manière très régulière depuis de nombreuses années, et donc nous oblige à nous adapter à cette augmentation d'activité. On a un autre exemple qui est l'hôpital de la Timone, qui est plus au cœur de Marseille, où au contraire, on arrive à stabiliser à peu près le nombre de passages aux urgences grâce à un certain nombre d'actions, et par exemple à la présence de médecins libéraux qui ont structuré une maison médicale de garde à l'intérieur des urgences. Mais effectivement, la question des urgences, dans le nord de Marseille en particulier, ça reste une préoccupation majeure. C'est possible d'avoir une forme, non pas de baisse, mais en tout cas de limitation du nombre de passages aux urgences. C'est possible. En tout cas, c'est l'objectif de toute une série de dispositifs qui sont mis en place en ce moment. On parle beaucoup du service d'accès aux soins, dont l'objectif est d'essayer de mieux réguler, de mieux orienter les patients dans le système. Vous avez une difficulté, vous avez besoin de voir un médecin, un dentiste, un pédiatre, vous appelez le service d'accès aux soins et on essaie de vous orienter au mieux et d'essayer de vous éviter les urgences si c'est raisonnable de le faire. Et puis, il y a d'autres moments dans lesquels venir aux urgences est la seule option possible, soit parce que vous êtes très gravement malade et que vous avez un problème majeur de santé, soit parce que vous n'avez simplement pas le choix. Mais comment vous faites concrètement? Ça ressemble à quoi, avoir 185 patients à gérer alors qu'on est habitué à 120? On a augmenté progressivement à la fois la taille des urgences. On vient de finir des travaux à l'instant même, là, ou ces dernières semaines, à l'intérieur du service des urgences de Nord. Donc on a réadapté la salle d'attente, on l'a agrandi un peu, on a refait les sièges, etc., pour faire en sorte que les gens puissent attendre dans des conditions les plus paisibles possibles. Et puis d'autre part, on accompagne progressivement en recrutant plus de médecins. C'est difficile en ce moment à l'hôpital Nord et on est en train d'essayer de recruter plus de médecins et puis d'adapter progressivement le nombre de professionnels paramédicaux pour s'adapter à un flux toujours plus important de venus aux urgences. Il y a une proposition de loi que vous connaissez forcément du sénateur Jomier, côté Sénat, mais qui va arriver à l'Assemblée en décembre, pour instaurer des ratios de soignants par patient. C'est déjà le cas, notamment en Réa, je crois. Vous y êtes favorable ? Alors c'est effectivement le cas dans toute une série de services à l'hôpital, notamment les services de réanimation adulte, réanimation pédiatrique, dans lequel la règle est assez simple. Il y a un ratio de soignants par patient présent, par lit occupé, et quand le nombre de soignants est inférieur à ce qu'il doit être, alors les lits sont fermés. La difficulté de ces enjeux de ratio, c'est qu'est-ce que l'on fait lorsque le ratio n'est pas atteint. Donc ce qui est important, c'est d'avoir des ratios pour avoir des cibles, des objectifs, pour qu'on puisse se dire, et notamment avec les équipes... Mais vous arrivez à les fixer, ça, justement on a des objectifs service par service dans tous les hôpitaux. La question, c'est de les tenir, soit de les tenir pour des raisons financières, d'être capable de rémunérer suffisamment de monde, soit de les tenir en termes d'attractivité. On peut donner des ordres de grandeur. Il y a des études internationales qui disent qu'au-delà de 4 malades par infirmière, par exemple, une surmortalité est constatée. 4 malades par infirmière. En France, chaque infirmière gère entre 12 et 14 malades. Est-ce que vous savez dire à Marseille, par exemple, comment Alors à Marseille, c'est plutôt, selon les services, entre 8 et 12. C'est-à-dire qu'il y a des services dans lesquels on a une densité infirmière qui est plus élevée, notamment les services de gériatrie aiguë qui sont en aval immédiate des urgences, où on a un ratio infirmier qui est plus élevé. Il y a des services dans lesquels la charge en soins, ça ne veut pas dire que les patients ne sont pas gravement malades, mais la charge en soins est plus faible, où effectivement le nombre de malades par infirmière est plus élevé. Mais vous avez raison, on a la caractéristique en France d'avoir une densité de travail, c'est-à-dire un nombre de patients par infirmière ou par aide-soignante qui est élevé. Et on s'est rendu compte au moment du Covid qu'il était parfois trop élevé et qu'on avait des équipes qui juste craquaient devant la charge de travail. Donc il faut qu'on arrive à adapter la charge de travail à quelque chose de raisonnable pour que les infirmières aient envie, ou les infirmiers ou les soignants, envie d'abord de rester à l'hôpital, qu'il n'y ait pas la tentation de quitter un travail trop harassant et trop difficile. Et donc il faut qu'on arrive à ajuster tout ça au mieux. Est-ce qu'il y a des exemples à l'étranger qui peuvent vous inspirer en Australie, en Californie par exemple? C'est des exemples qui sont cités quelquefois. Alors d'abord, prenons la chose dans l'autre sens. La France est un exemple pour la plupart des pays étrangers. C'est-à-dire qu'on est en train de discuter des malgré cette densité on est en train de discuter, on a raison de le faire, des difficultés de l'hôpital public, et on va continuer à le faire. Mais vous êtes à peu près n'importe où ailleurs dans le monde et vous regardez la France, l'une des chances absolues de notre pays, c'est à la fois la sécurité sociale qui finance les soins de chacun, mais c'est également nos hôpitaux publics. L'exemple de la Californie à ce niveau-là, c'est aussi nos hôpitaux publics. Et donc l'accès aux soins, c'est pas simplement un ratio d'infirmiers ou d'infirmières ou d'aides-soignants par lit, c'est aussi la possibilité d'accéder aux soins. La question financière est essentielle. Et donc oui, on peut s'inspirer d'exemples à l'étranger, notamment sur les ratios de soignants. Mais attention, ensuite il faut, et ça va être le débat sur le PLFSS et la loi de financement de la sécurité sociale, il faut
ensuite que l'on assume les décisions que l'on prend, notamment par exemple sur le nombre d'infirmières par patient, et ensuite il faut donc qu'on assume collectivement de le financer. Mais les députés qui défendent la proposition de loi justement dont on parlait disent que Australie ou Californie, c'est des complications en baisse après l'hospitalisation, une consommation de médicaments en baisse. C'est ça, enfin on constate réellement ça il est indiscutable que quand vous avez ce genre de ratio. Pas vous répondre dans le détail en fonction du ratio, mais il est indiscutable que quand on a des équipes qui sont en nombre, qui sont stables, dans lesquelles il y a peu d'intérimaires, peu d'heures sup, etc., et qui ont le temps de s'occuper des patients, etc., bien sûr que les soins sont de meilleure qualité et parfois de meilleure sécurité. Donc il faut effectivement qu'on soit vigilant à ce que les soignants qui sont en responsabilité dans nos hôpitaux soient en nombre, soient bien formés et encore une fois un exercice le plus paisible possible, qui est déjà parfois compliqué dans des services où les patients sont lourds, difficiles, graves. Vos collègues parisiens à l'AP-HP arrivent, semble-t-il, un peu mieux à recruter. Qu'en est-il à Marseille ? Est-ce que ça se passe mieux aussi ? Alors oui, ça se passe mieux à Marseille. On a réussi à bien recruter depuis 2 ans. Et notamment, sur quoi, par exemple ? Sur les principaux métiers de l'hôpital et ceux qui étaient en tension en particulier, notamment infirmiers, infirmières, aides-soignants, médecins. Et donc aujourd'hui, on est au quasi plein emploi à l'assistance publique grâce à quoi de Marseille. Qu'est-ce qui a changé pour que vous y arriviez mieux ? D'une part, grâce à des mesures qui ont été engagées après le Covid, avec le Ségur de la santé, une meilleure rémunération des professionnels. Ça a eu un effet indiscutable. Grâce également au fait que, au fur et à mesure où vous recrutez, vous avez une charge de travail qui est plus adaptée. Et donc, c'est plus facile de recruter quand le cercle est vertueux que quand il devient un peu vicieux et que vous avez des départs successifs. D'autre part, on s'est remis du Covid probablement plus lentement qu'on ne le pensait. On est rentré dans le Covid en 15 jours. Entre le 1er et le 15 février 2020, la France et nos hôpitaux ont brusquement basculé dans le Covid. On en est plutôt sorti en 2 ans. Le temps à la fois que ceux dont on avait retardé les départs partent un peu brutalement les années 2022-2023. Le temps de recruter en sortie d'école des jeunes qui avaient été formés pendant le Covid, dont la formation avait été beaucoup perturbée. Donc on a eu moins de sorties d'école que ce qu'on en espérait. Les choses sont en train de se stabiliser aujourd'hui et l'été 2024 pour l'assistance publique des hôpitaux de Marseille est un été de retour quasiment au plein emploi, sauf quelques métiers qui restent en tension. On a encore des difficultés sur les manipulateurs de radiologie, par exemple, dans les services d'imagerie, sur les infirmières de bloc opératoire, sur les kinésithérapeutes, mais globalement, on est en situation beaucoup plus sereine que nous n'étions jusqu'à récemment. Alors, il y a une réalité budgétaire qui va avec ça. C'est un déficit globalement pour la Sécu qui tourne autour de 18 milliards, même si les chiffres sont contestés par certains. Mais où en sont les comptes de l'AP-HM ? Les hôpitaux marseillais perdent combien cette année, par exemple ? On sera déficitaire d'environ 75-80 millions d'euros. C'était le cas l'année dernière. C'est un déficit qui devrait être à peu près le même cette année. On est dans la même situation que la plupart des grands CHU de France, avec un déficit cumulé sur l'ensemble des CHU d'à peu près 1 milliard. C'est en tout cas l'estimation qu'on a pour cette fin d'année 2024. Donc oui, nos situations financières sont très tendues. Elles sont tendues pour des raisons qui sont à la fois des raisons conjoncturelles récentes. L'inflation des années 2023-2024 a été chèrement payée, c'est le cas de le dire, par nos hôpitaux. Les rémunérations... Question énergétique notamment, ce genre de choses. L'ensemble de l'inflation, à la fois sur les médicaments, sur les transports, sur l'énergie, vous avez raison, et surtout sur l'ensemble des biens que nous achetons dans les hôpitaux. Donc l'inflation 2023, en particulier sur les travaux, sur les équipements qu'on achète. Donc il y a eu un impact très fort de l'inflation, un impact fort de l'augmentation des rémunérations à un moment où nos activités étaient encore en reprise seulement partielle par rapport au Covid. Cas particulier de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, nous sommes porteurs d'une dette très élevée qui date des années 2000, 2003, 2013 exactement, où à l'époque l'assistance publique s'est fortement endettée. Et quand vous êtes à la fois très endetté et que les taux d'intérêt remontent, vous devez rembourser votre dette à un prix plus élevé. Et donc oui, la situation financière de l'assistance publique, elle est difficile, à l'instar de ce qu'est la situation financière de tous nos hôpitaux et des centres hospitalo-universitaires en particulier. Alors le PLFSS, justement, le projet de loi de finances de la sécurité sociale, est en débat en ce moment depuis le début de la semaine à l'Assemblée. Ça provoque beaucoup d'inquiétudes des personnels hospitaliers, avec un appel à la grève reconductible à partir de la semaine prochaine, le 4 novembre. Vous vous attendez à une forte mobilisation à Marseille ? Je ne sais pas, on verra début novembre ce qu'est la mobilisation. Ce qui est certain, c'est que la situation de notre pays et de nos finances publiques, d'abord, je crois, suscite l'inquiétude de beaucoup de monde dans l'ensemble des secteurs, de savoir qui sont celles et ceux qui vont devoir faire des efforts par rapport à la situation financière du pays aujourd'hui. Effectivement, l'inquiétude, je pense, particulière dans les hôpitaux, c'est qu'on a vraiment cette impression qu'on se remet difficilement d'une période extrêmement difficile qui a été la période de la crise. Encore une fois, je suis probablement l'un des rares à ce micro qui vient vous reparler de la crise Covid. Je pense que pour beaucoup de nos concitoyens, cette crise est maintenant loin derrière nous.
À l'hôpital, ce n'est que récemment que nous en sommes sortis. Et donc, notre inquiétude, c'est à la fois les difficultés que pourraient nous provoquer les enjeux financiers et budgétaires de la période à venir, mais c'est surtout presque l'anxiété de devoir revenir dans des difficultés que nous avons connues en 2020, 2021, 2022, alors qu'on a vraiment l'envie et l'espoir d'en être définitivement sortis. Budget en hausse de 3,1% pour les établissements publics de santé. La CGT estime que ça ne répond pas aux besoins. Est-ce que vous, de ce que vous constatez, vous ne savez peut-être pas exactement ce qui vous sera affecté, enfin peut-être que si d'ailleurs, mais est-ce que ça vous semble suffisant comme augmentation ? Alors d'abord, non, je ne le sais pas, parce que pour l'instant, on est au tout début du débat parlementaire, et donc je ne sais déjà pas ce qui va sortir du débat entre nos parlementaires et avec le gouvernement. D'autre part, je ne sais pas, une fois qu'ils auront déterminé l'Ondam, ce que va être la conséquence pour le financement spécifique de dépenses, des hôpitaux, et à l'intérieur des hôpitaux, ce qui va être le résultat pour l'assistance publique. Donc voilà, j'ai une certaine incertitude sur l'année 2025. L'augmentation de l'Ondam, d'une part, il faut quand même le rappeler, est une augmentation. C'est-à-dire que l'argent que nous allons collectivement consacrer à notre santé en 2025 va augmenter. Est-ce que ça va augmenter suffisamment ? Ça va en partie dépendre, pardon, c'est un peu une tautologie, mais ce que vont être les dépenses en face. On a par exemple en ce moment une très grosse incertitude, je sais que le gouvernement y travaille et nos parlementaires en discutent beaucoup, qui est l'équilibre du régime des retraites, pardon, c'est un peu technique, mais l'équilibre du régime des retraites, à la fois des agents des collectivités territoriales et des agents hospitaliers, selon la manière dont on va traiter ce déséquilibre, qui est une réalité comptable aujourd'hui, selon la manière dont on va traiter ce déséquilibre, alors les conséquences pour les hôpitaux peuvent être très différentes. J'espère que le gouvernement et les parlementaires vont trouver une autre solution que d'impacter le coût d'à peu près 1 milliard sur l'ensemble de nos hôpitaux. Je ne sais pas. Oui, parce qu'il est question effectivement que les hôpitaux soient mis à contribution effectivement. Exactement. Et donc, pour payer voilà, ces retraites. Voilà. Mais en tout cas, si l'Ondam que vous avez décrit de 3,1% devait contenir aussi cet enjeu de rééquilibre de nos régimes de retraite des agents hospitaliers, alors ce serait probablement une année 2025 difficile. Au-delà des retraites, ce qui coince aussi chez ces personnels, c'est l'alignement des jours de carence sur le privé, 3 jours au lieu d'1, qui a été annoncé il y a quelques jours. C'est vrai que dans le privé, les 2 tiers des entreprises compensent. Ça vous semble juste à vous ou pas ? En tout cas, ce que je trouve très intéressant, c'est que ces derniers jours ont permis probablement d'effacer quelques mauvaises idées ou intuitions erronées sur l'absentéisme dans la fonction publique. Un rapport de l'IGAS et de l'Inspection générale des finances récent rappelait d'une part que l'absentéisme dans la fonction publique hospitalière est le même que dans le secteur privé. C'est peut-être un peu contre-intuitif pour certains qui nous écoutent et qui pouvaient avoir l'impression que dans la fonction publique et à l'hôpital en particulier, l'absentéisme était très élevé. Pour l'hôpital, pardon, je vous interromps, mais parce que globalement, public-privé, on n'est pas tout à fait sur les mêmes. Les chiffres du ministère, c'est 14% d'absentéisme. Mais on est 14 jours, pardon, pour le public et 11 pour le privé. Vous avez raison, et de même que pour les hôpitaux, c'est plutôt 18 jours que 11. Mais ensuite, il faut corriger ces écarts-là de la réalité de ce que sont les effectifs de nos hôpitaux. Il y a à peu près 75% de femmes qui travaillent à l'assistance publique à Marseille. Parmi elles, un certain nombre d'entre elles ont à la fois des congés maternité, des congés maladie qui sont associés à des congés maternité. Il y a plus de personnel qui travaille la nuit dans nos hôpitaux qu'en moyenne dans le secteur privé. Et donc, quand vous corrigez l'absentéisme de la réalité à la fois du travail, de la pyramide des âges, etc., vous arrivez entre le secteur privé et la fonction publique hospitalière en particulier à un niveau d'absentéisme qui est extrêmement similaire. La grosse différence entre les deux, c'est que lorsqu'il y a de l'absentéisme à l'hôpital, on ne peut pas réguler l'activité. On ne peut pas brusquement dire il y a des gens absents. Ça renvoie à la question des ratios infirmiers. On ne peut pas dire il y a des gens absents, on va réduire l'activité. L'activité, vous le disiez tout à l'heure sur les urgences de l'hôpital Nord, elle est ce qu'elle est. Les patients viennent aux urgences. Et donc, quand vous avez des gens qui sont absents, et y compris des congés maternité, si vous n'êtes pas en situation de les remplacer, alors vous augmentez fortement la charge de travail. François Crémieux, vous restez avec nous, directeur général de l'AP-HM, les hôpitaux de Marseille. On se retrouve juste après le fil info, 9h moins le quart. Maureen Suignard. Il y a bien eu un effet JO. Les Jeux Olympiques et Paralympiques ont soutenu la croissance. Le PIB a augmenté de 0,4% au 3e trimestre selon l'INSEE, un niveau conforme aux estimations. Le ministre de l'Intérieur envoie ses consignes aux préfets, une circulaire pour leur demander une complète mobilisation et des résultats en matière d'immigration. Bruno Retailleau leur demande par exemple d'anticiper la sortie de prison des détenus étrangers pour qu'ils soient placés en rétention dès la fin de leur peine. Il fait de la communication, mais
mais en réalité, à part demander aux préfets de faire leur travail, il n'a pas beaucoup d'idées, tacle Manuel Bompard, le coordinateur national de la France Insoumise. Les services d'urgence espagnols ont retrouvé plusieurs corps dans la région de Valence après des intempéries. Le président de la région décrit une situation sans précédent. Les habitants décrivent des pluies torrentielles et une crue très soudaine. 6 Français vont jouer aujourd'hui au Masters 1000 de Paris-Bercy. C'est le début du deuxième tour du tournoi de tennis. La journée d'hier a été marquée par l'élimination dès le premier tour de Richard Gasquet, lui qui va prendre sa retraite après Roland Garros. France Info. Le 8-30 France Info, Bérangère Bonte, Adrien Beck. Et ce matin, François Crémieux, que certains décrivent comme l'inclassable directeur des hôpitaux de Marseille, ça vous déclenche un petit rictus, est habitué. Dans le PLFSS, l'hôpital n'est pas concerné par les principales mesures d'économie. Il est quand même visé, par exemple, par les économies sur le transport sanitaire. Est-ce qu'il faut faire plus attention aux bons pour les taxis et les ambulances ? Alors, je pense que deux choses. D'une part, oui, il faut faire plus marge. attention. Il faut faire en sorte que les transports sanitaires soient prescrits, que ce soit des ambulances ou des taxis, aux patients qui en ont réellement besoin, et éviter que ça ne devienne une habitude systématique. Mais surtout, derrière la question des transports sanitaires, vous avez la question du fait que, et notamment dans les Bouches-du-Rhône et autour de Marseille, les gens ont besoin de se déplacer là où les soins sont prodigués. Quand, par exemple, vous habitez autour de l'étang de Berre, peut-être que ça parlera à certains de ceux qui nous écoutent, autour de Martigues, autour de Salon, et que vous avez besoin d'une radiothérapie ou d'une chimiothérapie, vous n'avez pas d'autre choix, dans la plupart des cas, que de vous déplacer physiquement sur plusieurs dizaines de kilomètres pour aller dans Marseille, notamment à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. Et donc derrière la question des transports, il y a à la fois parfois une question d'abus et de juste prescription, mais il y a aussi une question de probablement meilleure régulation, meilleure organisation de l'offre de soins sur nos territoires pour essayer de faire en sorte moins se déplacer. Exactement, pour essayer de limiter au maximum les transports. Concrètement, Très concrètement, si on arrive, nous, assistance publique de Marseille, à soutenir l'hôpital de Martigues dans le développement de son activité de cancérologie, alors on permettra à des patients qui habitent autour de Martigues de se déplacer sur Martigues et pas à Marseille. Sur les transports, par exemple, on entend des professionnels de santé dire quelquefois on prescrit à des patients une ambulance alors qu'ils pourraient prendre un taxi et l'ambulance c'est beaucoup plus cher. Ça, c'est des choses que vous constatez ? Oui, et l'assurance maladie notamment qui est chargée de ces contrôles-là le constate régulièrement et vient très souvent dans nos hôpitaux pour rappeler aux prescripteurs, c'est-à-dire aux médecins qui vont prescrire ces transports, les règles de bonne pratique, dans quel cas est-ce qu'il faut prescrire un taxi ou une ambulance, dans quel cas c'est un transport. C'est que de la bonne pratique ou c'est plus structurel que ça, ou c'est qu'il faut vraiment réformer Non, je pense que d'une part, il faut faire de l'information et de la sensibilisation auprès des patients sur le fait que tout ça a un coût et qu'on est dans un pays, on le disait tout à l'heure, dans lequel on a la chance que notre santé soit prise en charge de manière solidaire par l'ensemble de nos cotisations sociales aux uns et aux autres. Mais comme ça a un coût, on est tous aussi responsables du fait de ne pas dépenser cet argent inutilement. Ceux qui ont besoin d'un transport auprès de vos doivent équipes l'avoir. J'imagine que vous le faites auprès de vos équipes Absolument, on le fait, encore une fois, en lien très étroit avec la caisse primaire de l'assurance maladie, qui très régulièrement revient dans les hôpitaux pour refaire de l'information, de la formation, de la sensibilisation auprès des prescripteurs sur le fait de bien prescrire les transports et auprès des patients sur le fait de ne pas chercher à en abuser. Et quand vous dites soutenir, par exemple, vous prenez l'exemple de l'hôpital de Martigues, que pouvez-vous faire pour soutenir l'hôpital de Martigues ? Ça veut dire concrètement ? En l'occurrence, sur les Bouches-du-Rhône, on a ce qu'on appelle un groupement hospitalier de territoire qui réunit l'ensemble des hôpitaux publics des Bouches-du-Rhône, donc y compris Martigues, Aix-en-Provence et d'autres, et en lien avec l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. Et donc on peut progressivement essayer d'organiser l'offre de soins, organiser c'est de nouveau assez techniques ou très précis, mais des postes partagés de médecins qui sont à la fois à l'assistance publique et à l'hôpital de Martigues et qui font qu'on essaye de limiter au maximum les déplacements évitables des patients et qui puissent être pris en charge au plus près de chez eux. Vous avez vu votre nouvelle ministre, Geneviève Darrieussecq ? J'en ai pas encore eu l'occasion, mais qu'est-ce que vous lui demanderez ? Pour vous, les priorités, les urgences, qu'est-ce qui vous aiderait, dans l'exemple qu'on prenait à l'instant, mais à avancer ? Moi, je constate que dans le débat qui vient d'avoir lieu dans la Commission des affaires sociales, il y a autour de la question de l'organisation des soins dans notre pays finalement beaucoup de consensus politique. Il n'y a pas de consensus sur la manière de les financer, sur où prendre l'argent, sur comment, qui taxer, augmenter les impôts ou pas. Mais quand on parle de l'organisation des soins, il me semble qu'il y a un relatif consensus au sein de la classe politique et notamment sur les priorités que sont les déserts médicaux, l'accès aux soins, la préservation de nos hôpitaux publics, etc. Et dans ce contexte-là, il me semble que l'un de nos enjeux majeurs pour les années qui viennent, c'est de renforcer le pouvoir d'action
à l'échelle territoriale. C'est-à-dire que pour avoir quitté Paris il n'y a encore pas si longtemps que ça et être arrivé à Marseille récemment, 2021, vous êtes je arrivé à me Marseille, rends compte à quel point l'organisation des soins sur une région comme la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et plus spécifiquement sur le département des Bouches-du-Rhône est une organisation qui doit être du cousu humain. Cousu humain entre la ville et l'hôpital, cousu humain entre les hôpitaux publics, cousu humain sur l'organisation des transports. Et donc je pense qu'il faut qu'on réussisse à renforcer la capacité d'action à la fois des agences régionales de santé qui sont un peu le bras armé de l'État sur la région, de nos élus sur nos territoires et probablement de nos grands hôpitaux comme l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. L'aide médicale d'État, la ministre dit pas question d'y toucher, la ministre Geneviève Darrieussecq. Est-ce qu'elle a raison à vos yeux ? Je pense qu'elle a évidemment raison. L'aide médicale d'État, c'est une de nos fiertés collectives. Encore une fois, sûrement un débat compliqué et je ne suis pas légitime pour en discuter sur la question de l'immigration et de l'accueil des étrangers en France. Pardon François Crémieux, vous êtes légitime, c'est sur les soins que vous prodiguez. C'est là que j'allais en venir. Et effectivement, je suis légitime pour vous dire que dès lors que des étrangers sont dans notre pays, sont dans nos villes, sont à Marseille et qu'ils ont un problème de santé, je pense qu'on a un devoir éthique et la ministre Geneviève Darrieussecq a raison de le rappeler, de les prendre en charge, de les accueillir. Vous ne voyez pas d'abus, de dérives ? J'en vois très peu et je crois que c'est vraiment pas le sujet. Et par ailleurs, l'aide médicale d'État, rappelons qu'elle permet aussi de financer les soins qui sont prodigués par nos médecins et par nos professionnels, y compris dans les quartiers difficiles comme les quartiers nord de Marseille. Ces professionnels-là sont rémunérés quand ils prennent en charge des étrangers par l'aide médicale d'État. C'est pas un chèque en blanc qu'on donne à des patients étrangers avec lesquels ils font ce qu'ils veulent. C'est la rémunération des professionnels, je trouve que c'est important de le rappeler. Vous dites éthique, vous dites financement. Est-ce que c'est aussi un enjeu de santé publique ? Est-ce que c'est réel de dire que quand on soigne toutes les populations, notamment les migrants, c'est évidemment un enjeu de santé publique. D'abord, c'est un enjeu de santé publique sur toutes les maladies contagieuses et contagieuses qui peuvent se propager si les gens ne sont pas soignés et rapidement. C'est aussi un enjeu de santé publique en termes de risque d'aggravation des maladies de ceux qui retarderaient leur venue chez un médecin généraliste ou à l'hôpital parce qu'ils auraient peur de devoir payer. Donc c'est un enjeu à la fois éthique à l'égard de nos prochains, de ceux qui vivent à côté de nous. Et c'est effectivement un enjeu de santé publique et de santé tout court pour ceux qui ont besoin du recours aux soins. À Marseille, vous avez lancé il n'y a pas très longtemps un lieu très particulier qui s'appelle l'Espace Santé, je crois, qui est un des hôpitaux, en fait, une des antennes dont vous avez la charge, qui accueille peut-être notamment aussi des migrants, mais des populations défavorisées. C'est quelque chose qui est en cœur de ville. Expliquez-nous ce que c'est effectivement dans le cadre du plan Marseille en grand, dont vous avez tous entendu parler, qui a été lancé par le président de la République et soutenu par l'ensemble des élus du territoire. On avait à ce moment-là reçu la mission de nous, l'hôpital public, la PHM, d'essayer de mieux répondre et de contribuer à la réponse aux besoins de santé dans les quartiers populaires, dans les quartiers nord de Marseille. Et donc on a ouvert au cours des 3 dernières années 3 centres de santé, l'un que l'on a repris, l'un qu'on a développé, le 3e que l'on a ouvert, qui sont des centres de santé avec à la fois des médecins généralistes, psychologues, sages-femmes, infirmiers, qui sont au cœur des quartiers populaires de Marseille et qui permettent de garantir un accès aux soins à la fois pour de la médecine générale en premier recours, de retrouver des médecins traitants pour ces populations et ces personnes qui parfois n'en avaient pas, et d'autre part de mieux organiser leur parcours de soins s'ils ou elles ont besoin à la fois d'un médecin généraliste mais derrière d'une prise en charge hospitalière. Vos services, François Crémieux, se retrouvent de plus en plus à devoir prendre en charge des victimes de règlements de compte, de fusillades. Est-ce que vous savez combien vous en avez pris en charge depuis le début de l'année ? Je ne peux pas vous répondre de tête, mais d'abord, la bonne nouvelle, c'est moins cette année que l'année dernière. Pardon de cette réponse-là, mais l'année 2023 avait été une année particulièrement difficile à Marseille en termes de règlement de compte, avec pas loin de mémoire d'une 60aine de morts. C'est 49, moi, selon les chiffres que j'ai lus. Mémoire, et derrière, évidemment, un plus grand nombre de blessés. Ça reste des drames, d'abord pour une proportion les victimes, importante pour de leurs mineurs. Pardon ? Une proportion importante de mineurs. Une proportion, effectivement, c'est ce qu'a rappelé récemment le procureur de la République de Marseille, une proportion non seulement importante, mais surtout un nombre très élevé de mineurs, alors même que jusqu'à il y a quelques années, les règlements de compte et le trafic de drogue se traitaient plutôt entre majeurs. Et effectivement, le procureur de la République de Marseille alerte sur le rajeunissement très inquiétant, à la fois des auteurs et des victimes. Ce sont quels âges ? Est-ce que c'est juste 17 ans ou est-ce que c'est plus jeune que ça ? Non, c'est des âges autour de l'adolescence. Le procureur de la République a rappelé il n'y a pas très longtemps que c'était des jeunes de 13 ou 14 ans qui avaient été concernés ou impliqués dans des règlements de compte. C'est effectivement des faits absolument dramatiques et derrière des familles évidemment qui sont détruites. Comment les personnels se sont adaptés à la prise en charge de ces patients-là ?
Je ne crois pas qu'il se soit adapté. Je pense qu'on s'est organisé du mieux qu'on pouvait. Je veux dire par là qu'on ne s'adapte pas à voir des jeunes de 14, 15 ou 16 ans arriver aux urgences. C'est pas le même accueil, si ? C'est pas le même accueil, c'est d'abord un accueil de médecine d'urgence, c'est-à-dire que l'enjeu immédiat quand ces victimes arrivent dans nos hôpitaux, l'enjeu immédiat c'est que les services d'urgence, les médecins urgentistes, les chirurgiens les prennent en charge, les anesthésistes réanimateurs dans les meilleures conditions. Je pense que nous le faisons. Il y a ensuite une lente reconstruction, à la fois, encore une fois, pour les auteurs, pour les victimes lorsqu'elles ne sont que blessées et qu'elles peuvent se rétablir, mais c'est effectivement des drames réguliers. Quand je disais inclassable tout à l'heure, il y a aussi le fait que vous vous êtes engagé comme casque bleu en Bosnie dans les années 90. Cette expérience de la guerre, ça sert dans ces circonstances au poste que vous avez ? Alors non, l'expérience de la guerre ne sert pas dans les circonstances, et notamment, je pense qu'il ne faut pas faire de lien entre nos deux échanges à l'instant, la situation de l'insécurité à Marseille et la guerre, deux réalités qui sont quand même totalement différentes. En revanche, effectivement, l'ensemble de mes expériences de vie, celle-là en particulier, m'ont appris beaucoup de choses. D'une part, la petite introduction qu'on a faite ensemble sur le fait que nous avons beaucoup de chance de vivre dans le pays dans lequel nous sommes, et notamment d'avoir ces hôpitaux publics qui répondent aux besoins de nos concitoyens en termes de santé. Et puis, d'autre part, de se rappeler que si on a cette chance-là, on a aussi le devoir de préserver tout cela. Et donc, mon engagement au quotidien comme directeur des hôpitaux de Marseille est probablement un peu quand même marqué de cette expérience-là et de cette volonté farouche de préserver ce qui me semble faire l'un des piliers du vivre ensemble et de la République. Merci à vous, merci François Crémieux. Vous êtes donc effectivement directeur des hôpitaux de Marseille. Merci d'avoir été l'invité du 8h30 France Info ce matin. Merci à vous. Bérengère Bonte, les informés à suivre. Nous parlerons politique. Gabriel Attal aux portes du parti Renaissance est-il en train de s'émanciper d'Emmanuel Macron? C'est avec Benjamin Sportouche. À tout de suite.